Sylviane Jean-Pinot, bonjour, je suis ravie. Alors j'avais dit de commencer la journée dédiée à la petite enfance avec vous, de la poursuivre, je vais dire. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychanalyste, que vous êtes présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA depuis sa création en 2016, et aussi présidente de l'ensemble du Haut Conseil jusqu'à la fin de cette année, puisque ce sont des présidences tournantes. En 2015, la ministre Laurence Rossignol vous a confié une mission et vous lui avez remis en mai 2016 un rapport sur le développement du jeune enfant, les modes d'accueil et la formation des professionnels, qui a fait date. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes une star parmi les professionnels de la petite enfance. Rapport dont s'est inspirée la Charte nationale du jeune enfant. Vous avez donc une grande légitimité à évoquer avec nous cette réforme des modes d'accueil, encore appelée réforme donc des services aux familles, et à nous dire toute l'ambition que vous souhaitez pour la petite enfance et son avenir. Alors, comme vous avez plusieurs casquettes, je vais d'abord m'adresser à la présidente du HCFEA. Le gouvernement vous a interrogé sur le fond de la réforme et en février dernier, vous lui avez rendu un avis favorable mais avec quelques réserves. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet avis et nous dire ce qui l'a motivé ? Bonjour, merci beaucoup de cet accueil. Je suis arrivée en retard, mais j'ai fait un magnifique acte manqué. Et je pense que c'était pas facile pour moi d'ouvrir cette journée. Et que finalement, je suis ravie d'avoir commencé par écouter. Voilà. Je vais vous répondre sur la réforme. Mais je voudrais quand même, il s'est dit ce matin, évidemment, déjà beaucoup de choses, donc on va juste préciser, mais on est dans un moment assez formidable. Et je repassais 10 années de la petite enfance là dans ma tête. J'ai pris des notes. 2010, le décret Morano, avec des ouvertures et une facilitation de l'entrée sur les modes d'accueil de nouveaux gestionnaires et partenaires. 2012-2013, des débuts de concertation, Madame Bertinotti, sur la petite enfance, on a commencé à essayer de faire en sorte que les gens se parlent. Mai 2015-2016, la mission que j'ai pilotée, le rapport, c'est le rapport des 130 personnes qui ont travaillé pendant 1 an ensemble, et il y en a plein ici dans cette salle. Derrière 2016, fin 2016, un plan d'action petite enfance. Puis il y a eu un changement de gouvernement et le nouveau gouvernement a assumé une continuité pour une grande part de ce plan d'action. Et puis il y a eu la rédaction du texte cadre national pour l'accueil du jeune enfant par la DGCS, qui était la préconisation 1 de ce rapport. Et là, le protocole d'accord sur le protocole d'accord santé-culture, santé-famille-culture, sur l'éveil artistique et culturel. Tout ça, c'est 2016, 2017 et 2018. Et puis, le lancement de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui avait mis une focale quand même très importante sur la petite enfance. Et vous en parlerez à un autre moment, mais beaucoup de choses sont théoriquement doivent rentrer dans la formation, les 600 000 formations des professionnels de la petite enfance. Et déjà, fin 2017 et tout 2018, ça a été souligné, ce projet de révision des normes avec toutes les concertations qui sont saluées par tous. Et un blanc. Et c'est ça que je voudrais pointer. Pourquoi ce blanc ? Pourquoi tout d'un coup, tout s'est arrêté dans ce mouvement qui alliait réflexion théorique, scientifique, mise autour de la table de tous les acteurs, les partenaires, désir effectivement qu'une législation suive, tout le monde s'y est collé. Et la volonté, elle était à tous les niveaux. Voilà, un blanc. Et puis finalement,
on voit sortir ce texte. Et je voudrais rappeler que entre-temps, 2020, 2021, bon, voilà, on prépare les choses sur la stratégie pauvreté. Et juin 2020, le rapport de la commission 1000 jours. Ils ont travaillé pendant presque un an. C'est-à-dire que ce blanc, cette suspension de travail, a été relancé parce qu'il y a eu une volonté au plus haut niveau de l'État, à un moment donné, de dire « Ah ben tiens, les premières années de la vie d'un enfant, c'est important. » Mais avant, ça n'était pas tout à fait le cas. Et cette commission 1000 jours a travaillé comme elle a jugé bon de le faire et en fonction de la mission qui lui était portée, et voilà. Et la réforme, et puis un séminaire multipartenarial qui a démarré le 1er décembre 2020 et s'est clos en fin juin 2021. Voilà. Je rappelle ce contexte. Le séminaire premier pas. Oui. Je rappelle ce contexte. Donc la réforme dont nous parlons aujourd'hui, elle est prise dans ces allers-retours. Et il est probable que ce texte, s'il était sorti au moment où il était prêt, aurait peut-être été légèrement différent et aurait peut-être permis d'enclencher une dynamique positive bien plus que ça n'est le cas aujourd'hui. Voilà. Et donc, moi, je fais le lien avec, ça a été les derniers mots là, quel est l'axe ? Vers quoi on va ? Qu'est-ce qui nous pousse ? Parce que ça travaille, franchement, ça travaille, tout le monde essaye, on y va, voilà. Le lien, c'est qu'est-ce qu'on veut pour les enfants ? Qui le veut ? Et qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Et qu'est-ce qu'on choisit comme prioritaire ? Alors, je vais rester sur les petits. Sur les petits, effectivement, ça a été dit dans la table ronde. On est dans des tas d'aménagements de l'existant. On essaie de bricoler, de mettre des rustines, d'allonger, d'élargir, etc. Et pourtant, à partir de cet existant, on aurait tout ce qu'il faut pour enclencher vers quelque chose de plus radical et substantiel. Voilà. Donc sur la réforme, je pense que le HCFEA a remis un avis, a été sollicité pour avis. L'avis du HCFEA est très clair. Il s'agit, bien sûr, il y a des choses tout à fait passionnantes. C'est un avis favorable, mais réservé sur certains points. Je ne vais pas reprendre la discussion qui a eu lieu. Je dirais simplement que la disparition du mot accueil du jeune enfant dans le titre, le service aux familles, on sait qu'on est là pour être au service des familles. Mais au service des familles, ça ne cible pas que lorsqu'on veut accueillir un jeune enfant en l'absence de ses parents, on est au service de l'enfant. Voilà. Les mots professionnels de la petite enfance avaient disparu, je ne sais pas s'ils ont été réinsérés. Donc il y a quand même une... alors c'est pas pour rien que j'insiste sur les mots, c'est parce qu'il y a des enjeux de gouvernance, des enjeux de finance et des enjeux idéologiques. Il ne faut pas croire que pour tout le monde c'est clair, que si on œuvre pour un bon développement des enfants, leur bien-être, etc., il ne faut pas croire que pour tout le monde c'est clair que ça ne peut pas se faire sans leur famille, donc que ça inclut de fait les politiques familiales, le travail avec les familles, etc. Et que si on travaille sur l'épanouissement, le développement de tous les enfants, ça inclut de fait d'avoir des services qui ressemblent à quelque chose, d'avoir des organisations où ce qui se décide bien là où ça se décide. Il y a eu une formule tout à l'heure.
finalement les choses ne se décident pas là où on pense qu'elles se décident. Parce qu'à un moment donné, il y a des grandes orientations, il y a des décisions qui sont prises, il y a vraiment un vrai souci de politique de la petite enfance dans ce pays, et il n'est pas récent. Et puis au décours d'un calcul, d'une case dans un tableau, d'une affectation, etc., tout d'un coup, ça peut vriller. Et le nombre de garde-fous qu'il faut mettre en place pour que ça ne vrille pas est exponentiel. Voilà. Et je trouve que la table ronde de ce matin a décrit la situation merveilleusement bien. Donc, comment on avance ? Dans la vie dans les réserves du HCFEA, je me souviens qu'il y avait aussi une remarque sur le nom d'assistant maternel. Sur le nom, oui. Mais alors ça, c'est un vieux marronnier. Les membres du Conseil, certains membres du Conseil, à juste titre, précisent à chaque fois qu'on pourrait trouver une autre appellation. Et donc, il faut savoir que nos travaux, c'est les membres du Conseil qui dictent les contenus quand même. Alors, pour revenir, parce que ce matin, on en a pas mal parlé à la table ronde de l'aspect quantitatif. Oui. En 2018, je crois, le rapport sur les modes d'accueil du HCFEA chiffrait à 230 000 places d'accueil à créer en 5 ans. Alors là, ça fait 4 ans, mais on l'a vu ce matin, on en est très loin. Vous pensez que l'esprit de la réforme, tel qu'on la connaît, ça peut aider à créer des places dans le sens où vous le souhaitiez au HCFEA ? Je pense que les intervenants de la table ronde ont été très clairs là-dessus. Je pense qu'il va y avoir des effets facilitateurs qui vont faire gagner du temps lorsqu'on veut faire les choses, mais que c'est pas vraiment encore le grand levier. Par contre, lorsqu'on augmente le nombre d'enfants qui peuvent être accueillis par une assistante maternelle, mécaniquement, on crée des places. Dans la réalité, je ne sais pas ce que ça fait. Oui, et par exemple, la possibilité d'accueillir jusqu'à 20 enfants en MAM. Je crois qu'aussi, dans son avis, le HCFEA disait 16, ça serait suffisant, 20, c'est peut-être beaucoup. Le problème des MAM, on ne va pas le relancer. Enfin, il me semble que tout a été travaillé. Écoutez, côté HCFEA, il y a 6 ou 7 rapports qui traitent tous les sujets. Hein. Et puis, il y en a d'autres, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Le rapport des MAM, les MAM, le Sénat s'en est occupé en 2016. On revient, on répète, je suis auditionnée tous les 4 matins. La question des MAM, c'est quoi ? C'est qui entoure les MAM, qui accompagne, qui étaye sur le plan technique, sur le plan de la réflexion sur la pratique, sur le plan de la sécurisation des professionnels qui sont là. C'est pas la question de 4 de plus, 4 de moins, c'est comment on travaille et comment on aide les gens à faire ce qu'ils ont à faire. Très bien. Je vais m'adresser maintenant à l'aspiratrice de la charte nationale d'accueil du jeune enfant. La réforme va lui donner force de loi, donc c'est pas rien. Voilà. Mais d'aucuns pensent que sans moyens, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est quand même pour vous une belle, reconnaissance ? Vous n'avez pas besoin de reconnaissance, mais c'est une satisfaction de voir cette charte prendre force de loi. C'est pas du tout une satisfaction personnelle. Votre modestie. Non, je suis très sérieuse. Quand j'ai commencé à piloter cette mission, j'avais pas du tout pensé à ça. D'abord, j'aime pas les chartes, parce que c'est un peu bidon. C'est comme les labels. On est labellisé, etc. Mais j'ai toujours cette métaphore de la pastèque. Tout ce qui touche à la vie des enfants, les services pour l'enfant, c'est comme les pastèques. C'est quand on les ouvre qu'on sait si elles sont sucrées ou pas. Donc les chartes, déjà le mot, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est apparu des éléments dans ces discussions, dans ces débats, etc., qui ont montré que quand même, en prenant appui sur les nécessités du développement et de l'épanouissement des enfants, les gens qui travaillaient avec moi à ce moment-là ont dit « mais si on s'y prend comme ça, si on va dans cette direction, ça marchera mieux pour l'enfant ». Et c'est ça qui a été mis en charte ou en texte cadre national par la DGCS.
Et donc c'est assez... finalement, ce document, il est très fort. Il est très fort. J'avais des réserves. Quand la ministre précédente a sollicité le HCFA pour émettre un avis sur ce qui avait été rédigé par la DGCS, les autres présidents comme moi, on était très réservés. On avait l'impression d'une patate chaude qui nous arrivait dans cet avis à remettre. Et finalement ce texte, les professionnels s'en sont emparés. Et c'est ça qui fait la valeur du texte. C'est que dans toutes les... Madame, je suis venue travailler dans votre commune et dans un certain nombre, les gens n'ont pas attendu qu'elle ait force de loi pour s'en emparer, pour réfléchir, pour voir ce qui pouvait se mettre en place, etc., etc. Et du coup, nous, au HCFEA, on s'est attelé à un rapport sur la mise en œuvre du texte cadre national de l'accueil du jeune enfant, parce qu'on se rendait compte qu'il fallait aussi passer à quelque chose de plus opérationnel. Et c'est le rapport sur piloter la montée en qualité affective, éducative et sociale de l'accueil du jeune enfant, que ce soit individuel, collectif, etc. Donc, que ça prenne, que ça ait force de loi, je ne sais pas, parce qu'on n'impose pas. C'est pas du tout un mode d'emploi, c'est pas un guide de bonne pratique, le texte cadre national. Ça peut être une référence. C'est un outil, c'est un vrai outil qui va permettre aux gens de voir comment ils peuvent se l'approprier. Mais à votre sens, pour que cet outil puisse être utilisé et efficace, il faut des moyens en face ou un peu ? Il faut toujours des moyens. Il faut toujours des moyens, mais les moyens, on en revient à qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Il faut des moyens. Il faut surtout des professionnels pour s'occuper. Il faut des gens, déjà, il faut des gens pour s'occuper des enfants. Et les gens pour s'occuper des enfants, il faut que ce soit des gens formés. On est vraiment un pays qui n'a pas compris que plus les enfants sont jeunes, plus il faut être formé pour s'en occuper correctement. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de travailler avec des enfants grands qui rechignent, qui refusent, qui parlent, etc. Mais décrypter ce qui se passe pour un tout petit, accompagner l'entrée en parentalité des parents, le premier pas vers la société, qu'ils nous confient leur enfant, etc., c'est un travail subtil, éminemment intellectuel, éminemment émotionnel, et on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire qu'on est obligé de travailler avec d'autres, et en plus, pour bien le faire, on ne peut pas rester tout seul à l'intérieur de soi. Il faut que les professionnels soient habités par des références, par des textes, par des images, par des photos, etc. Et puis, il faut que les professionnels aient du plaisir à travailler. C'est pour ça que c'est pas anodin, le protocole d'accord sur l'éveil artistique et culturel. La présence de la culture, des artistes, le contact avec les œuvres, etc., ça revitalise la curiosité professionnelle et l'énergie nécessaire pour se pencher sur des petits, les porter, supporter les pleurs, etc., et continuer à rester structuré à l'intérieur de soi et à l'intérieur d'une équipe. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de religion sur quel est le bon, le mauvais, le moyen, le plus, le fort métier, mais il faut de la formation initiale, de la formation continue. Or, ça fait 30 ans qu'on ne s'y est pas collé à ça. Les plans métiers, il en est passé un paquet. Hein. Donc, voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on prépare les élections, comme disait l'un des intervenants précédents. C'est juste que c'est des histoires anciennes dont on ne se saisit pas. Alors, voilà.
J'arrête là. Bon, je vous fais reprendre votre casquette de présidente du HCFEA, Sylviane. Le HCFEA, avec France Stratégie et la CNAF, a apporté un séminaire, le séminaire Premier Pas, qu'on évoquait tout à l'heure, sur le développement de l'enfant et les politiques publiques. 8 sessions de décembre 2020 à juin 2021. Quelle suite aura ce séminaire? Est-ce qu'il peut aller justement... est-ce qu'il peut donner une ambition? Est-ce qu'il dit ce qu'on veut pour la petite enfance? Le séminaire, c'est pas qu'il donne une ambition, c'est qu'on a eu la chance de... Alors d'abord, faut qu'on soit clair. Le HCFEA, la Caisse nationale d'allocation familiale, Vincent Mazouric ici présent pour éventuellement compléter, et France Stratégie, sont des organismes qui se sont dit il faut qu'on regarde si on ne peut pas se donner les moyens de penser une politique de la petite enfance à partir de l'axe développement, épanouissement, bien-être du jeune enfant. Au fond, c'était juste ça. Et on a pensé ensemble que la meilleure façon, c'était de commencer par faire encore, une nouvelle fois, l'état des lieux scientifiques de ce que l'on sait à date d'aujourd'hui. Et finalement, c'est pour ça que c'est un séminaire scientifique qui a croisé toutes les approches de connaissances universitaires, académiques, de terrain, etc. Et tous les acteurs étaient représentés. Et c'était un vrai séminaire parce qu'on n'a pas fait tout le programme. On a monté la première séance et la deuxième, et après on a monté la suivante, puis on a monté la suivante à partir de ce qui était dit, etc. Il y a un comité scientifique qui était en appui des 3 organisations. Et le Covid est passé par là. C'est pas une bonne nouvelle, mais pour nous, ça nous a obligés de travailler tout en distanciel. Et le gain pour le séminaire, c'est que tout est en ligne. Aujourd'hui, tout un chacun peut écouter, et non seulement écouter les communications des intervenants, mais aussi, il y a en ligne toute la documentation en appui des apports des intervenants. C'est finalement une banque de données incroyable. Tout ça aussi, ça n'était pas prévu. Finalement, beaucoup de bonnes choses se font quand on est un peu dépassé, je crois. Et rien que ça, je pense que les 3 organisations sont contentes d'avoir pu assurer la logistique, l'organisation. Et le séminaire s'est terminé le 29 juin. Nous sommes le COPIL, le petit groupe de pilotage, est en train de boucler une synthèse des travaux. Des choses ont émané de ces travaux qui sont les propos du séminaire et de tous les intervenants du séminaire. Ensuite, les 3 organisations, elles ne sont pas les porteuses, elles n'endossent pas. Ce que le séminaire apporte, c'est peut-être, vous voulez avoir des éléments, mais je ne sais pas si on a le temps. Mais en tout cas, il faut juste rappeler que pour le HCFEA est un organisme très démocratique et le HCFEA endosse ce que les membres ont débattu et ce sur quoi ils se sont prononcés. Donc pour le HCFEA, le résultat, les travaux vont être portés à la connaissance des membres et soit ils veulent s'en saisir pour y réfléchir, en débattre et voilà, discuter, soit c'est pas le cas, c'est eux qui décideront. Pour le conseil dans l'enfance, c'est à la fin du mois. Moi, je voudrais juste terminer sur ce séminaire 2 choses. La première, l'apport scientifique, il sous-entend d'être bien au clair sur les rapports entre le politique et le scientifique. Parce que tout est possible. La récupération politique d'un apport scientifique et la récupération scientifique d'orientation politique pour placer les choses. Donc ça, c'est un premier point. Le second, c'est que la science
ça n'est pas, je le redis, que la science académique. Les savoirs sur la petite enfance sont nés du terrain. Ils sont partis de là. Et ensuite, les universitaires ont suivi, ensuite les économistes ont suivi, ensuite toutes les disciplines se sont penchées là-dessus. Il ne faut pas moins de 12 disciplines pour pouvoir aborder la question du développement du jeune enfant. Voilà. Autre constat que j'ai pu faire, c'est que s'il est si difficile dans ce pays de penser une politique de la petite enfance en appui sur le développement du jeune enfant, c'est que beaucoup de gens n'y connaissent rien. Et notamment des gens qui décident. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que c'est tellement précis, délicat, complexe, multifactoriel, multidimensionnel, que finalement, les bonnes intentions peuvent produire des choses tout à fait détonnantes. Et l'on voit bien comment l'argument d'investissement social dans la petite enfance, qui est un argument fort et nécessaire, a permis, c'est pour ça que j'ai refait le récapitulatif de ces 20 dernières années, l'entrée de la préoccupation d'investissement social dès la petite enfance a produit une accélération du sujet petite enfance dans les logiques de politique publique. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de se dire qu'on va économiser de l'argent pour plus tard. On s'occupe des enfants d'aujourd'hui pour eux. Merci Sylviane Jampinot.